Bonjour à vous Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur France Inter. Un Premier ministre qui utilise le 49.3 pour passer en force. Une opposition qui joue l'obstruction en déposant des milliers et des milliers d'amendements. 70 heures de débat pour adopter un seul article dans une ambiance délétère où les invectives et les noms d'oiseaux ont fusé. Jean-Luc Mélenchon, depuis 3 semaines, avez-vous tous donné, pouvoir comme opposition, l'image la plus caricaturale de la Ve République pour un texte aussi capital pour les Français ? Eh bien, je crois que vous venez de résumer la propagande gouvernementale. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas fait d'obstruction au sens où on pouvait l'entendre, parce que, si vous voulez bien vérifier les informations, c'est-à-dire pas simplement les répéter, nous avons déposé, en réalité, 2000 amendements. Multipliés par 17, on arrive à 20 000 et des choses. Or, le règlement de l'Assemblée fait que quand un amendement est le même, quand vous en avez une pile de 17, il passe par 17. Donc, il n'y a jamais eu, au niveau de l'Assemblée plénière, d'obstruction. C'est une invention. De même qu'était une invention le fait que nous ayons déposé 700 000 sous-amendements. Personne ne s'est donné la peine d'aller vérifier si c'était vrai ou pas. Nous avons fait ce que nous avons pu parce que nous savions que 65 articles de la loi sur les retraites, si importants pour nous, je vais vous dire après, quand on discutera pourquoi c'est si important pour nous, plus 5 de la loi organique, ça fait 70 articles. Nous savions au départ qu'il était impossible de passer 70 articles en 10 jours à la commission spéciale et dans le délai de temps fixé par le gouvernement. Si bien que nous avons déposé des amendements qui souvent sont de pure forme pour permettre d'intervenir sur les sujets qui nous intéressaient et qui étaient à d'autres endroits du texte. C'est ce que vous reproche notamment Laurent Berger, et là c'est pas la propagande gouvernementale, il a critiqué la stratégie qui a été de déposer des milliers d'amendements, parfois des amendements de forme, parfois sur un alinéa. Il dit que c'est de la politique politicienne, de la posture, que c'est stérile et que ça n'a pas permis d'améliorer le texte. Vous lui répondez quoi? Là c'est pas le gouvernement. Ah bon? Bon, on va faire comme si. Alors, en effet, donc je vais lui répondre. D'abord, je l'invite à se méfier d'irruptions sur la scène politique qu'il ne maîtrise pas. Moi, je ne me mêle pas de la manière avec laquelle la CFDT mène ses discussions avec le gouvernement. Hein. Bon, je pourrais, par exemple, dire qu'ils ont signé la précédente réforme en échange à la reconnaissance de la pénibilité, que le même ministre avec qui ils avaient signé l'a annulé. Mais je viens sur le fond. Ce n'est pas vrai, je le redis. S'il avait écouté, s'il avait regardé, il se serait aperçu que, bien sûr, nos amendements sont de forme, puisque nous voulons supprimer le texte, pas l'améliorer. Deuxièmement, si nous n'avions pas été là, ce n'est pas lui, Laurent Berger, qui s'était aperçu que l'évolution du point pour payer les retraites serait faite d'après un indicateur qui n'existait pas. C'est moi qui l'ai trouvé. L'affaire de la place des chômeurs et de leur manière de cotiser, c'est Mathilde Panot. Le statut des femmes dans cette histoire où on répétait sans arrêt, c'est Clémentine Autain qui l'a percé à jour. Je pourrais faire toute la liste sans oublier mes camarades communistes qui ont fait un boulot magnifique. Donc, ce n'est pas vrai que ce temps était un temps neutre, inutile, où on n'aurait fait que bavarder ou faire l'épître. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans toute la durée du débat, et ça Laurent Berger doit le comprendre, il est syndicaliste, nous sommes 17. Il y a 16 communistes, c'est-à-dire que nous sommes 33. Et nous avons en face de nous 400 marcheurs et 100 de droite. Donc un syndicaliste, il comprend ça d'habitude, que c'est dur de mener une bataille contre autant de monde en même temps. Bon, le texte sur lequel le gouvernement va engager sa responsabilité n'est pas le texte initial. Il va intégrer, disent-ils, environ 170 amendements de la majorité et de l'opposition. Non. Et c'est ce qu'ils disent, avec de nouveaux droits pour les femmes, pour les handicapés, des dispositions sur la pénibilité, pour les avocats, pour les seniors. Est-ce que vous dites c'est un bon geste ou non? Vous balayez. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité? Enfin, ces gens déposent un texte. Ils l'amendent eux-mêmes dans une commission spéciale qui ne va pas jusqu'au bout. Tout le monde leur dit, mais écoutez, on ne comprend rien à ce que vous faites. On ne sait pas ce que vaut le point. On ne sait pas quel sera le taux de remplacement à la fin. On ne sait pas comment vous allez faire évoluer. Nous avons 3 semaines de discussion et au bout de 3 semaines, ils posent un 49.3 en nous disant et en plus, il y a 200 modifications dans le texte que personne n'a pu examiner. Alors pardon, moi je ne peux pas accepter l'idée que parce que le gouvernement me dit qu'il a eu 300 trouvailles géniales, je vais le croire sur parole. Vous savez vous lui demandez quoi? Vous lui demandez quoi ce matin? Attendez, d'abord, écoutez,
je suis, avec mes autres camarades, nous sommes l'opposition. Il faut que La République En Marche arrive à comprendre que dans une démocratie, il y a une majorité et une opposition. Et savez-vous, la caractéristique de l'opposition, c'est qu'elle n'est pas d'accord avec la majorité. Il faut qu'ils arrivent à le supporter. Oui, nous ne sommes pas un conseil d'administration, une assemblée nationale. J'entends Jean-Luc Mélenchon. Oui. Vous criez au déni démocratique, d'accord, mais qu'est-ce que vous espérez obtenir encore aujourd'hui? La logique de la Ve République, Thomas Legrand vient de le dire, oui. c'est qu'il y a des outils constitutionnels, comme le 49.3, qui font qu'à la fin, c'est la majorité qui l'emporte. Voilà, c'est ainsi. Alors, tant que vous ne pouvez pas changer la Ve République, qu'est-ce que vous pouvez obtenir sur ce texte? Sinon, il va passer. Alors, ça, c'est vous qui le dites. On en a vu d'autres qui faisaient les malins, qui étaient droits dans leurs bottes, et puis pour finir à la fin, il faut bien quand même qu'un jour le réalisme l'emporte. Alors, vous avez raison, le régime de la Ve République, c'est pas pour rien que je le combats, est une monarchie présidentielle. Et Thomas Legrand a parfaitement résumé la situation du 49.3, qui là est détourné. Il n'est pas fait pour clouer la bouche à l'opposition. Le 49.3, il est fait pour un gouvernement, pour maîtriser sa majorité. On aurait pu citer, par exemple, ces motions de censure que prétendaient déposer les frondeurs socialistes et qui à chaque fois échouaient à une ou deux voix. Bon, donc ça c'est la situation du Parlement. Mais Madame Salamé, si nous partons de l'idée que comme nous sommes la minorité, on pourra aller, quelles que soient les institutions, nous sommes battus, alors rentrons chez nous, il n'y a pas besoin de Parlement, ça coûte cher. Mais là, vous espérez quoi sur la réforme, sur le fond, sur la réforme des retraites? Mais laissez-moi d'abord vous dire que le devoir d'un opposant élu pour s'opposer est de s'opposer. Et donc de faire connaître à l'opinion, c'est ça une démocratie, il faut se faire à l'idée. Ok, François Ruffin dit qu'il faut exiger une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est la seule solution, dit-il. Les motions de censure, c'est du bidon. Alors, il n'a pas tort. Vous venez de dire vous-même qu'une motion de censure présentée par l'opposition est battue. Tout le monde comprend ça. C'est pas très difficile à comprendre. C'est pas moi qui le dis, c'est la règle de la majorité, c'est ainsi. Bon, ben oui, et puis c'est les institutions, donc voilà. Après, la dissolution, évidemment, comme n'importe quel changement profond et irréversible, serait bien. On va voir ce que donne le ballon d'essai que lance François Ruffin, avec une certaine habileté dans l'expression, parce que les gens aussi ressentent ça. Mais que voulez-vous que je vous dise? Moi, c'est mon rôle comme président de groupe d'assumer la partie comme elle est. Il y a une motion de censure, je la signe. Il faudra intervenir à l'Assemblée, je le fais. Et puis en même temps, j'attends beaucoup de la mobilisation sociale, je préfère vous le dire. Parce que nous ne voulions pas le 49.3. Vous comprenez? Parce que plus le temps passait, et plus il va passer encore, plus le niveau de conscience dans le pays s'élève, plus les gens comprennent les enjeux, plus les journalistes qui ont 1 million de trucs à faire, à qui on donne un texte de loi de 65 articles, avec environ 2 ou 3 000 références dans d'autres textes de loi, une étude d'impact de 1000 pages faussées par des chiffres erronés, personne ne peut suivre, c'est fait pour ça. Donc vous espérez encore faire reculer le gouvernement sur cette réforme? Mon objectif reste le retrait de ce texte. Et les gens sensés dans ce pays comprennent qu'adopter un texte qui comporte autant d'inconnus, autant de trous, avec des ordonnances, avec des choses... C'est la pauvre vie des gens qui est en cause là. Les gens sont morts d'angoisse, ils se disent je pars quand? Vous, toutes les femmes, sont en train de faire leur compte pour voir combien elles ont perdu. Parce que pour chaque enfant, vous aviez des trimestres qui étaient donnés, la situation a changé, tout le monde comprend qu'on va y perdre. Donc la raison devrait être, dans un pays démocratique, que le président de la République fasse comme François Mitterrand sur la question de l'école, comme Jacques Chirac sur la question des contrats jeunes. C'est-à-dire quand c'est l'ébullition partout, on pose le sac et on dit on reprend tout ça à zéro. Jean-Luc Mélenchon, un mot sur la crise du coronavirus. Semi-marathon et salon du livre annulés, des enfants qui ne vont pas... Pardon, excusez-moi Léa Salamé, avec votre permission. Je veux rappeler que dès que la motion de censure va passer au Parlement, j'appelle à la suite des syndicats à ce qu'il y ait des mobilisations populaires dans tout le pays. Ne nous laissez pas tout seuls à l'Assemblée en train de nous battre. Vous autres, les gens, descendez dans la rue, ça sera sans doute mardi, suivez les syndicats et surtout, aucune violence car le pouvoir n'attend que ça. Vous espérez une révolution, Jean-Luc Mélenchon? Une révolution citoyenne, c'est-à-dire que personnellement, je préférerais que ça passe par les urnes. Mais après, le peuple français, vous savez, il est tellement imprévisible. Le coronavirus, le gouvernement prend des mesures. Est-ce que vous avez confiance dans sa gestion de la crise? C'est par devoir que je ferai confiance. Parce que quand le pays affronte un péril commun, il faut se mettre en situation de l'affronter ensemble et de ne pas y ajouter du désordre par des polémiques. Et après tout, qui suis-je moi pour savoir s'il faut fermer ceci, ouvrir cela? Bon, je fais confiance aux autorités sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé dit que nous sommes menacés par une pandémie. Il faut le prendre avec sérieux et avec discipline. C'est-à-dire, c'est pas chacun qui invente son règlement et fait ce qu'il veut parce que comme ça, on n'arrivera à rien. Mais je voudrais aussi dire qu'il faut prendre les choses avec mesure. 85% des gens qui seront contaminés par le virus
virus n'en auront aucune espèce de conséquence. On dit que c'est 15% qui sera affecté, pour des problèmes respiratoires, et 2% qui peut en mourir. Alors c'est beaucoup trop, mais il y a déjà 43 morts de la grippe ordinaire dans ce pays. Et nous avons eu 2 personnes qui sont mortes en ayant le virus du coronavirus, mais on ne sait pas si elles sont mortes de ça. Donc pas de panique, pas de polémique, pas de panique, de la discipline. Voilà, de la discipline. Jean-Luc Mélenchon. Et puis un minimum de confiance mutuelle, parce que sinon on se sortira jamais de rien. Il y a une guerre en ce moment en Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan poursuit son offensive contre le régime de Bachar el-Assad et parallèlement, pour faire pression sur les Européens qui l'accusent de se laver les mains de ce qui se passe en Syrie, Erdogan a ouvert les frontières avec l'Europe. On parle de 10 000 réfugiés syriens qui sont arrivés en Grèce et en Bulgarie. On fait quoi, Jean-Luc Mélenchon? On les accueille, on aide les Grecs et les Bulgares, comme le dit Emmanuel Macron, on les repousse, on fait quoi? Alors d'abord, on commence par condamner le détestable régime turc, qui ne fait pas la lutte contre le régime de Bachar el-Assad. Tout ça, ce sont des histoires. Les Turcs ont envahi la Syrie et frappent où ils ont envie, qui ils veulent. Et ils essayent de nous réinstaller Daesh dans le paysage. Parce que c'est ça, le régime turc, c'est un régime islamiste, c'est-à-dire qui mélange la religion avec la politique. Voilà. Bon, déjà, on commence par ça. Sur les réfugiés. Maintenant, oui, mais attendez, ce point est important. Les Turcs nous ont tiré dessus et on n'a rien fait derrière. On a dit on s'en va. C'est pas malin de céder à des gros violents comme ça. Alors, maintenant, quant aux réfugiés, c'est quand même le mode de pression le plus détestable et le plus haïssable qui soit. Je rappelle qu'il s'agit de Syriens, c'est-à-dire des gens qui fuient la guerre, qu'ont déclenché les Turcs et quelques autres dans cette région du monde. Que devons-nous faire? Eh bien, accueillir raisonnablement et correctement ces pauvres gens qu'on a lâchés comme des animaux dans la campagne, en espérant ou qu'ils meurent, ou qu'ils disparaissent, ou qu'ils créent un problème tel que ça disloque tout. Par conséquent, montrant à M. Erdogan que nous sommes des puissances, l'Europe, supérieure à sa violence, et il n'y a que ça à faire. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On les rejette dans le camp de M. Erdogan, on les jette à la mer, tout ça n'est pas sérieux. Donc on les accueille. Vous dites vous dites la guerre a été déclenchée par les Turcs. La guerre en Syrie, il y a 8 ans, a été déclenchée par une mobilisation de l'opposition syrienne contre le régime de Bachar el-Assad. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas les Turcs, c'était une révolution populaire contre le régime de Bachar el-Assad. Vous avez raison. Il y a eu au point de départ une révolution populaire comme il y en avait dans plusieurs pays à ce moment-là, et c'était un événement extrêmement positif et favorable dont je me réjouissais. Mais très rapidement, les oppositions démocratiques, qui par définition étaient très faibles vu comme elles avaient été réprimées, ont été submergées par Daesh et ensuite ont reçu des encouragements. Je vous rappelle que Laurent Fabius disait que Al-Nosra faisait du bon boulot et il invitait à l'assassinat de Bachar el-Assad, qui était quand même pas la trouvaille la plus intelligente qu'on pouvait faire à ce moment-là. Donc voyez-vous, nous sommes responsables, nous aussi les Français, je veux dire les gouvernements français, de cette situation abominable. Jean-Luc Mélenchon était notre invité, merci et belle journée à vous. À vous de même.